Bonjour à vous tous, merci de venir nous rejoindre pour cette X conférence, parce qu'on on en a fait déjà quelques-unes depuis le début de l'année. D'abord, je voudrais vous remercier. Remercier pour votre participation à nos conférences. On a battu un record à la dernière session, celle du 13 mars, puisqu'on était vous étiez près de 160 à venir écouter et regarder notre conférence. Donc, merci à vous et merci de votre fidélité. Donc, on reprend notre cycle de conférence après une trêve d'avril qui a duré un certain temps. Alors, on en est donc, alors maintenant j'ai eu le temps de compter, on en est au 5e épisode pour cette année 2025 dans les conférences Patrimeta. Le sujet du jour est un sujet qui passionne tout le monde, puisque le sujet est comment investir en private equity aujourd'hui. Donc, on pourra ainsi avoir une lecture et une compréhension des produits et des types de supports que l'on peut utiliser dans le cadre de ces allocations pour, pour vos clients, sachant que lorsque nous, vous savez qu'on a une rubrique qui marche assez bien d'ailleurs, où on interroge des conseillers tous les trimestres sur des allocations types. Et dans les deux profils, le profil dynamique et le profil retraite, les deux conseillers avaient positionné ces types d'actifs non cotés dans leur allocation. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est proposé et on cherche à vous proposer cette conférence. Alors c'est aussi un sujet d'actualité, puisque je pense que ça n'aura échappé à personne qui a eu la mise en place de la LIV, alors qui s'appelle Loi Industrie Verte, mais qui parle pratiquement de tout sauf d'industrie verte. On y reviendra sûrement au cours du débat, mais aussi on a une multiplication aujourd'hui des offres proposées aux investisseurs privés qui couvrent presque, en tout cas on l'espère, l'ensemble des segments du non-coté. Alors, pour animer ce débat, on a la chance d'avoir un animateur hors pair, puisque Jean-Olivier Housset a bien voulu prendre le temps et se charger de cette conférence. Alors, merci Jean-Olivier, nous sommes ravis de t'accueillir à nouveau, qui va interviewer sûrement ses invités sur deux points, à la fois sur les offres qui sont proposées aujourd'hui et les orientations que l'on peut proposer aux investisseurs privés. Alors, ces deux intervenants qui vont animer le débat, vous les connaissez parce que ce sont deux très grandes maisons en matière de proposition d'offres auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Yann Loin, qui est le directeur commercial de Pictet AM, que tout le monde connaît, et Alexander Vidakovic, qui est chargé des relations investisseurs, alors pour le côté et les actifs hybrides chez Siena IM. Alors, bonjour à tous. Bonjour, on a une très belle photo chez Siena IM. Bon voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je passe le ballon de rugby à Jean-Olivier pour faire la connotation régionale. Et à toi, Jean-Olivier, et merci beaucoup. Alors, merci Pascal. Moi, je suis ravi d'animer ma seconde conférence Patrimeta, donc qui est consacrée au non-coté. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va explorer une classe d'actifs qui a réellement le vent en poupe. Alors j'aurai le plaisir d'échanger avec Yann Loin de Pictet Asset Management et avec Alexander Vidakovic de Siena Investment Manager. Alors nous, au niveau du centre du patrimoine, c'est vrai que c'est une classe d'actifs qu'on a intégrée depuis maintenant quelques années et qui s'est largement démocratisée. Elle est aujourd'hui accessible à la fois en direct, elle est aussi accessible via des contrats d'assurance vie. C'est la démocratisation grâce à la loi Pacte de 2018 qui a amené le non-coté au grand public. Maintenant, on a la loi Industrie Verte qui amène le non-coté au travers des mandats de gestion pilotés. On va aussi avoir l'occasion d'en discuter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une formidable opportunité pour les investisseurs privés parce qu'on a, au travers de la classe d'actifs du non-coté, de la performance à long terme. En tous les cas, c'est ce qui est promis sur le papier. On verra ensemble si les performances se concrétisent. Ça permet d'avoir une diversification dans son allocation. Ça permet d'avoir une décorrélation par rapport au marché coté.
C'est autant d'atouts qui sont très importants pour les portefeuilles et les allocations de nos clients, et ça nous permet comme ça de nous adapter au cycle économique. Alors nous, notre conviction, c'est que les actifs non cotés aujourd'hui, ça permet de renforcer bien évidemment la résilience des allocations, ça permet de capter de la performance à moyen long terme. Maintenant, le private equity et le non coté, plus globalement, c'est pas forcément un réflexe automatique ou qu'opportuniste. Il faut voir si ça s'intègre dans un devoir de conseil global par rapport à nos clients, l'horizon d'investissement, quelle est la quote-part qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur des classes de l'allocation, la tolérance à l'illiquidité, parce qu'on verra là aussi, et on rentrera dans le vif du sujet des différences qu'il peut y avoir entre des fonds fermés ou des fonds evergreen, et donc cette fameuse liquidité qui aujourd'hui est un vrai sujet d'interrogation pour nos clients, et la capacité à comprendre également le sous-jacent qui parfois est complexe parce qu'on retrouve beaucoup de termes dans le non-coté, hein, que ce soit le private equity, l'investissement au travers d'actions, mais ça peut être aussi au travers de la dette privée, et que ça peut être aussi au travers du financement d'infrastructures. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut bien maîtriser avant de déterminer si on part ou pas dans une allocation avec du non-coté. Et pour finir, aujourd'hui, c'est vrai que chez nous, on va regarder le track record des gérants, on va regarder la qualité des sous-jacents, on va regarder voilà, s'il y a des optimisations particulières à avoir pour nos clients. Est-ce qu'on doit plutôt privilégier du direct ou de l'assurance vie, et en fonction, on va déterminer avec nos clients le sous-jacent qui sera le plus adapté. Alors, en résumé, pour moi, le private equity et le non-coté, plus globalement, a toute sa place dans les allocations patrimoniales de nos clients. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des grandes maisons qui deviennent, alors qu'avant, c'était plutôt réservé, et on va le voir juste derrière, ça sera ma question qui me permettra d'enchaîner, de vous passer la parole, messieurs, sur le fait que le private equity a justement été longtemps réservé aux investisseurs institutionnels. L'intérêt pour les investisseurs privés pour cette classe d'actifs donc connaît une très forte croissance. Eh bien, j'ai envie de vous poser la question, comment expliquez-vous cette tendance robuste? Les raisons qui ont poussé donc vos maisons respectives à s'intéresser à cette classe d'actifs. Ce que je propose, c'est que Yann commence et Alexander vous enchaînez, et puis comme ça permet d'être fluide. Donc à vous, messieurs, de nous expliquer cette tendance et les raisons pourquoi vos maisons se sont intéressées à cette classe d'actifs. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Olivier. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors effectivement, on le voit depuis quelques années, hein, la classe d'actifs tend à s'approfondir, via un véritable essor. Les stocks globaux sont passés de 3 000 milliards en 2011 à 9 300 milliards en 2021. On prévoit qu'ils doublent encore d'ici 2027. Donc il y a un véritable attrait de la clientèle pour ce type de gestion. Et les facteurs sont assez simples, hein, les facteurs explicatifs sont assez simples. D'une part, la performance, parce que la performance historiquement des actifs non cotés est meilleure que celle des actifs cotés. Si on regarde la performance du MSCI World au cours des 20 dernières années, on est sur à peu près 6% de performance annualisée, et on talonne les 15% de performance annualisée sur l'indice global private equity. Donc forcément, il y a des contraintes et des contreparties, mais c'est un des facteurs d'attrait de cette classe d'actifs. Il y a également un rattrapage qui est très fort, parce que beaucoup d'acteurs étaient sous-investis sur cette classe d'actifs. C'est le cas des gérants d'actifs traditionnels, c'est le cas des family office, c'est le cas des conseillers en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, il y a des enveloppes, il y a des possibilités d'investir en private equity avec des montants beaucoup plus faibles. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions en matière de solutions d'investissement, et puis une réglementation aussi qui accompagne cet investissement au travers, on l'a vu également, de la loi industrie verte pour le cas français. Donc, c'est vrai qu'il y a un essor tout particulier. Chez Pictet, ce n'est pas une classe d'actifs qui est nouvelle, hein. Ça fait maintenant un petit peu plus de 30 ans qu'on travaille sur le private equity. C'était effectivement des solutions qui étaient plutôt réservées à notre clientèle privée, donc avec des tickets d'entrée un petit peu supérieurs à ce que l'on peut voir aujourd'hui. Mais nous avons cette expertise qui a été développée au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, le private equity représente à peu près 30 milliards d'actifs chez Pictet. Nous avons sur le co-investissement, qui est véritablement le savoir-faire particulier, en tout cas que nous déployons sur la clientèle CGP, déjà réalisé 140 deals chez Pictet, et avec une approche toute particulière, puisque nous avons noué des relations au cours des 20 ou 30 dernières années
avec les principaux acteurs en matière d'investissement, les acteurs institutionnels. Et pour bon nombre d'entre eux, nous siégeons au comité consultatif de ces acteurs-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre à disposition des conseillers en gestion de patrimoine cette expertise avec des solutions qui sont très simples en matière d'investissement et une proposition qui, elle aussi, est très simple dans le sens où on a véritablement déployé une solution d'investissement dans le private equity très originelle, je dirais, très simple et sans fioriture. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité se positionner sur cette classe d'actifs et proposer notre expertise aux conseillers en gestion de patrimoine. Ok, merci Yann. Alexander? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci à toi, Jean-Olivier, et à Pascal de nous accueillir et d'animer cette conférence. Bon, pour éviter de reprendre également tous les propos d'Yann, mais c'est vrai que pour moi, la principale raison, c'est vraiment les caractéristiques de cette classe d'actifs. Nous, on l'a défini vraiment avec les 3 S chez Siena. Donc, c'est la surperformance, c'est ce qu'a évoqué Yann. Donc, le PE en moyenne surperforme de 5% à peu près par rapport au marché coté. Le deuxième pendant qui est assez fort, c'est la stabilité, qui est due notamment à une diversification qui peut être amenée dans les allocations. On l'a très bien dit, le private equity arrive de plus en plus et est de plus en plus accessible sur le marché retail. Donc, ce sont des poches qui peuvent décorréler du marché et apporter une diversification supplémentaire, notamment grâce à des actifs non cotés et une performance supplémentaire grâce à cette prime d'illiquidité, mais je pense qu'on y reviendra juste après, et notamment avoir accès à ce qu'on appelle les sociétés de demain, donc à un pipeline d'entreprises beaucoup plus conséquent que ce que l'on peut retrouver sur le marché coté. À titre d'exemple, on se rend compte qu'en France, on a 99,99% des entreprises qui sont non cotées, donc à ces 4 millions d'entreprises par rapport à 800 cotées. Donc, ça nous donne vraiment l'opportunité d'avoir un terrain d'investissement qui est beaucoup plus conséquent et qui peut être très intéressant à avoir dans son portefeuille. Une des autres caractéristiques qui, pour moi, est aussi importante, c'est que généralement, c'est des histoires d'entrepreneurs que l'on peut raconter. On a le particulier final qui, généralement, peut potentiellement être un chef d'entreprise. Donc, il aime bien également se reconnaître à travers ces histoires de PME, TI dans lesquelles on vient investir. Et puis, il y a vraiment cette tendance et cette historique qui, de manière globale, je pense qu'il faut aussi récupérer un petit peu ce que faisaient les grandes familles européennes et même mondiales dans leurs allocations. On se rend compte que les actifs non cotés sont beaucoup plus prépondérants. Généralement, on peut retrouver jusqu'à 40, voire 50% de leurs actifs sur le non-coté, ce qui est dû également au fait qu'ils aient un horizon de placement beaucoup plus long et besoin d'un petit peu moins de liquidité. Mais c'est vrai que du coup, ça se retrouve et ça fait très bien la transition avec Siena dans l'essence même de notre ADN chez Siena, puisque nous sommes détenus à 100% par le groupe Bruxelles Lambert, qui est tout simplement la holding d'investissement familial de 2 grandes familles, la famille Frères et la famille Desmarais, qui ont cette expertise et qui ont investi depuis plus d'une 60aine d'années, que ce soit sur les marchés cotés et sur les marchés non cotés. On a encore aujourd'hui investi dans pas mal d'entreprises assez connues du marché non coté, dont notamment par exemple les Vélos Canyon, où on détient à peu près 50% à travers GBL. Et nous sommes du coup aujourd'hui avec Siena, nous gérons à fin décembre 40 milliards, dont notamment 12 milliards sur le non coté. Donc on répercute vraiment cet ADN qui est installé depuis une 60aine d'années chez le groupe Bruxelles Lambert, en l'externalisant pour les comptes de tiers à travers Siena. Très bien, merci Alexander. Alors, j'en profite, je vais poser la question. Donc, l'obligation aujourd'hui d'intégrer une part de non-coté dans la gestion pilotée sera-t-elle, selon vous, une nouvelle accélération donc, de la collecte et une offre renouvelée? Alors, par conséquent, là-dessus, on parle de la loi industrie verte, où on a été plutôt précurseur chez Siena là-dessus. C'est totalement logique que ça va amener pas mal de flux. L'objectif, déjà, pourquoi pas définir la livre, c'est d'accélérer la réindustrialisation du pays et de faire de la France un leader dans l'industrie verte. Donc, les mesures qui sont mises en place, on les a citées un petit peu, c'est flécher tout simplement les flux vers les actifs non cotés en mettant des minimums d'actifs non cotés dans les gestions pilotées des assurances vie ou dans les grilles également des plans d'épargne retraite. Donc, ça nous permet d'autant plus de démocratiser de manière conséquente les actifs non cotés et également
on a intégré, enfin élargi la liste des véhicules potentiellement disponibles un petit peu à tout le monde, ce qui permet tout simplement d'élargir les potentielles structures juridiques des fonds dans lesquels on va investir, d'avoir des tickets d'entrée plus accessibles. Et tout ça, c'est pour répondre à deux grands besoins qui sont pour moi très nécessaires. C'est répondre aux besoins simples d'injecter de la liquidité dans notre économie locale pour répondre aux besoins de financement de nos PME-ETI, en particulier, bien sûr, dans le cadre de cette transition écologique et sociale, une mouvance qui se voit de plus en plus, et de vraiment amener de la démocratisation sur ces actifs, puisqu'on peut le voir, ce sont des actifs qui sont notamment très connus et beaucoup plus utilisés dans le modèle anglo-saxon, et c'est une bonne chose qu'on essaie d'appliquer la même chose sur le modèle européen et le modèle français. Merci Alexander. Alors Yann, vous avez-vous un modèle spécifique, original pour votre offre de produits non cotés? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les spécificités du modèle de co-invest? Oui, alors le co-investissement, c'est une façon d'investir dans l'univers non coté. Pour résumer un petit peu comment ça s'organise, on va investir aux côtés d'un acteur international, ce qu'on appelle un general partner, donc un fonds d'investissement institutionnel qui généralement est spécialisé sur un segment bien particulier, alors à la fois en termes de maturité des entreprises cibles, mais aussi en termes de secteur d'activité. Et donc, nous travaillons avec environ 80 sponsors aujourd'hui, 80 investisseurs qui chacun ont leur spécialité. Donc, l'avantage, quelque part, du co-investissement, c'est que d'une part, nous avons des fonds qui sont beaucoup plus diversifiés que des fonds qui pourraient être investis en primaire, parce qu'un seul acteur ne peut pas être exposé à tous les segments, à tout type d'entreprise et à toutes les géographies. Donc, le fait de travailler avec ces acteurs-là nous permet finalement d'avoir une expertise bien particulière sur le monde de la tech, par exemple, sur les logiciels, sur l'environnement. Nous avons aussi l'avantage d'être plus concentré qu'un fonds de fonds, typiquement. Aujourd'hui, nous visons des stratégies avec 20 ou 25 deals en portefeuille. Donc, c'est beaucoup moins diversifié, en tout cas beaucoup moins éclaté qu'un fonds de fonds, par exemple, qui englobe beaucoup plus de valeur. Donc, on a cette concentration qui est aussi généralement source de surperformance. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette fameuse double analyse. Les dossiers que nous sélectionnons nous sont apportés par des experts en la matière qui déjà, eux, ont fait leur due diligence. Et chez Pictet, nous allons tout simplement sélectionner parmi le gratin des dossiers qui ont déjà été retenus par les acteurs de l'investissement non coté, quelques idées d'investissement. Typiquement, sur 20 ou 25 deals que nous allons réaliser, nous étudions entre 140 et 180 deals qui, de toute façon, seront investis par les meilleurs acteurs au niveau mondial. Donc, c'est cette possibilité que l'on offre aux conseillers en gestion de patrimoine, c'est ce réseau qui est propre à Pictet, parce que Pictet est un investisseur historique dans le monde du private equity. Nous avons noué des relations très tôt avec ces grands acteurs. C'est la capacité aussi d'accéder à des deals à des frais plus faibles, parce que nous ne payons pas la recherche de ces acteurs-là de par nos relations historiques. Et puis, c'est la primeur que l'on a sur ces deals-là aussi, puisque Pictet, d'une part, est généralement sollicité en premier lieu, parce que nous siégeons au comité consultatif d'environ 50% des sponsors avec lesquels nous travaillons. Et puis, bien souvent, les clients, les entreprises cibles, souhaitent avancer avec Pictet. On y reviendra tout à l'heure, mais l'emprise que l'on a notamment sur la thématique environnementale, sur la transition énergétique, nous permet d'avoir un regard très précis et d'avoir une analyse toute particulière de l'environnement et de la capacité des entreprises à performer dans un contexte bien particulier. Et donc souvent, à la demande des GPs ou à la demande des entreprises cibles, nous intervenons sur un deal et nous nous positionnons en tant que co-investisseurs. Merci Yann. Alors Alexander, chez Siena, vous proposez un fonds Evergreen. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intérêt de ce type de produit, sa cible et son objectif?
Alors, un fonds Evergreen, c'est un fonds tout simplement qui a une durée de vie de plus de 99 années. Donc, contrairement au fonds fermé, on va avoir des caractéristiques que l'on voit ici sur cette slide. Justement, 4 caractéristiques qui sont très importantes. La première, c'est une mise au travail rapide des capitaux et un seul et unique appel de capital, ce qui permet de faciliter, entre guillemets, la gestion. Contrairement au fonds fermé, on a plusieurs phases de levée, plusieurs phases d'appel. Ici, on vient collecter tout le cash que l'on souhaite investir sur un seul et unique appel de capital et le mettre au travail le plus rapidement possible, entre guillemets, sur justement des actifs non cotés. On va avoir également un effet qui est très important et on va voir ce que ça donne tout à l'heure sur la performance, mais qui est la capitalisation des distributions qui sont généralement distribuées au sein des fonds fermés. On va avoir une allocation constante au marché privé et ça c'est aussi très important et ça va avec le quatrième point qui est investir à travers différents cycles économiques puisque ce sont, comme je disais auparavant, des fonds qui ont une durée de vie très longue et qui peuvent permettre de s'adapter du coup sur différentes classes d'actifs du non-coté, que ce soit du private equity, de la dette privée, de l'infrastructure et également aller chercher différents types de sous-stratégies qui peuvent venir composer le private equity, par exemple. Donc, on est vraiment sur 4 points clés qui vont vraiment nous différencier des fonds private equity fermés et notamment, c'est ce que vous pouvez voir sur les 2 petits graphes à gauche, on va vraiment avoir un capital investi à hauteur de généralement 70% ou 80% puisque ce sont des fonds qui vont avoir également une poche de liquidité pour justement régler une de ces problématique que l'on rencontrait en tout cas sur mon côté et qui permet selon moi également d'amener justement cette classe d'actifs sur mon côté puisqu'on va quand même amener une liquidité au sein du fonds et on va éviter tout ce qu'on appelle ces phases de courbe en J donc où l'argent n'est pas appelé que ce soit sur la phase d'invest et de désinvestissement des fonds fermés où l'argent entre guillemets ne travaille pas vraiment sur les actifs sur lesquels on souhaitait être investi. Et si on passe sur la slide juste après, on va voir justement ce que ça donne. Et c'est notamment ici, vous voyez la différence de MOIC, donc de retour sur investissement sur une durée de 10 ans ici, avec des TRI cibles, que ce soit sur un modèle Evergreen ou sur un fonds fermé. Et on se rend compte que pour avoir le même multiple de 2,2 fois, c'est-à-dire récupérer 2,2 fois plus de cash sur 10 ans que ce que l'on a investi, il faut un TRI annuel de 9% sur un fonds Evergreen contre un TRI annuel de 18% sur un fonds fermé. Ce qui est dû notamment à ce que je disais tout à l'heure, qui est tout simplement la capitalisation des distributions. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et j'aime bien sortir la petite anecdote d'Albert Einstein qui considérait cela comme la 8e merveille du monde, puisqu'il disait que celui qui le comprend s'enrichit et celui qui ne comprend pas le paie. Donc c'est un petit peu cette définition qui est assez importante et qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur vraiment des fonds qui peuvent s'adapter au cycle économique, qui permettent également de capitaliser sa distribution, ce qui peut amener un surplus de performance et qui correspondent tout à fait également du coup à des produits très intéressants pour être investis sur les marchés non cotés, d'autant plus qu'on est souvent sur des modèles potentiellement de fonds qui permettent également d'avoir une diversification supplémentaire au sein des portefeuilles. Alors Alexander, justement, est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de votre fonds Private Asset Allocation? Quelles sont les caractéristiques propres, son fonctionnement et son référencement? Alors, en effet, on a sorti un fonds en juin de l'année dernière qui est le FCPR Sienna Private Asset Allocation, qui est du coup un modèle Evergreen en architecture ouverte. La jeunesse de ce fonds-là, elle est assez simple. On l'a sorti en partenariat avec Cedrus & Partners qui partagent le même ADN que nous puisqu'ils conseillent plus de 10 milliards pour le compte de grandes familles. Donc, on est vraiment sur cet aspect très familial et qui sont spécialisés sur les actifs non cotés. Donc, la première chose à savoir, c'est d'où vient ce partenariat et pourquoi on l'a mis en place. C'est tout simplement ça nous permet d'avoir une présence terrain beaucoup plus forte parce qu'il y a une double commercialisation sur ce fonds-là, mais également un pipeline et une analyse et un comité d'investissement à 2 échelles. Nous, notre expertise chez Sienna IM qu'on a développée depuis de nombreuses années et également la leur.
On a sorti du coup un véhicule qui avait deux grands objectifs et c'est un petit peu ce dont on parle aujourd'hui depuis le début de cette conférence. C'est le premier, c'est de retailiser le non-coté. C'était d'amener un petit peu tous ces standards institutionnels où on avait justement des fonds qui étaient très difficiles d'accès avec des tickets minimum assez conséquents sur lesquels on a d'ores et déjà chez Siena ou chez GBL ou bien chez Cedrus mis des tickets assez conséquents sur lesquels on peut tout simplement rajouter des lignes. Donc, ça nous permet d'avoir accès et de donner accès aux particuliers finales, tout simplement à des fonds d'investissement très connus ou plutôt de niche qui sont très difficiles d'accès avec un ticket minimum de 1 000 euros. Donc ça, c'était vraiment l'objectif principal du fonds, c'était vraiment de retailiser les actifs non cotés pour Monsieur Tout-le-Monde. Et le deuxième point, c'était vraiment de créer un cœur de portefeuille sur les actifs non cotés. Pourquoi? C'est tout simplement qu'on manque cruellement de connaissances et de pédagogie sur ces marchés financiers. Il y a énormément de complexité là-dedans, beaucoup de classes d'actifs, beaucoup de sous-stratégies, donc lesquelles choisir, à quel moment. Derrière, il faut aller chercher les bons acteurs. Donc nous, notre but, c'était vraiment de créer ce cœur de portefeuille sur mon côté à destination des conseillers en gestion de patrimoine des multifamily office, dans lequel Siena et Cedrus s'occupent de l'allocation entre les différentes sous-stratégies. Et je le répète, comme on est sur un modèle evergreen, en fonction des cycles de marché, on va pouvoir s'adapter, faire pourquoi pas plutôt du PE, pourquoi pas de la dette privée. Et si on prend l'exemple de la lancée du fonds, on est allé plutôt sur du 50-60% de private equity, 10 à 20% d'infrastructure et une poche de liquidité de 30%. On a fait le choix, c'est Siena, d'avoir une vraie poche de liquidité à travers des fonds monétaires et un petit fonds de trésorerie qui est un fonds hybride que l'on a dans la maison qui permet d'allier la liquidité et un petit boost de performance. Et sur l'aspect notamment des choix de sous-stratégie sur le private equity, on est allé sur notamment des deals sur du secondaire ou sur ce qu'on appelle du late primary. Donc, on arrivait sur la dernière phase de levée des fonds. Pourquoi? C'était tout simplement pour que l'argent soit mis au travail le plus rapidement possible et pour éviter cette phase que l'on connaît souvent sur le private equity qui est la courbe en J. Et ça s'est constaté par cette première valorisation qu'on en a sortie, la valorisation à fin décembre, pardon, qui était positive puisque sur la moitié de l'année, on était à plus de 4% de performance qui annualisée était plutôt aux alentours de 9,5. En phase de ramp-up, c'est quand même quelque chose d'assez notable sur un fonds de private equity et on respecte totalement notre objectif de TRI qui est de 8% net de frais annuels. Okay, merci Alexander, ça a été très précis. Alors Yann, le fonds donc, que vous proposez vise à faciliter l'accès à des investissements dans des technologies environnementales innovantes sur des marchés privés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le détail de votre approche de sélection et comment intégrer le biais thématique? Oui, alors déjà, c'est un fonds qui est très simple dans sa conception, c'est-à-dire que nous sommes restés sur des stratégies très traditionnelles de private equity. C'est un fonds qui est accessible à partir de 100 000 euros au travers de la plateforme Private Corner. Et c'est un fonds qui est un fonds fermé, c'est-à-dire que nous n'avons pas souhaité créer de fonds liquides, entre guillemets. On a tendance à penser chez Pictet que c'est l'illiquidité qui est source de surperformance sur le long terme et que globalement, à vouloir rendre liquides des actifs illiquides, le passé récent nous a montré qu'on allait parfois droit dans le mur. Donc, on reste sur des stratégies qui sont assez simples. C'est ce qui a fait le succès de la gestion thématique et de la gestion non cotée chez Pictet au cours des 30 dernières années. En termes de TRI, on est sur des niveaux de 32% de TRI sur le co-investissement chez Pictet. Et pourquoi la transition environnementale? Tout simplement parce qu'on a cette capacité à comprendre et analyser les dossiers. Nous gérons à peu près 80 milliards en gestion thématique chez Pictet. 50% de ces encours sont gérés sur de la gestion environnementale avec des stratégies comme Water, comme Clean Energy, comme Timber. Et nous avons l'expertise dans ces marchés-là. C'est-à-dire que typiquement, lorsque nous étudions un dossier dans le private equity, nous avons eu le cas il y a quelques mois avec une valeur, un titre que nous avons intégré dans le fonds de co-investissement qui s'appelle HSL Compliance, qui est une valeur britannique qui est spécialisée sur le secteur de l'eau. Eh bien, la meilleure due diligence que nous pouvons faire sur cette entreprise-là, c'est d'interroger ses clients. Et ça tombe bien parce que ces clients sont
également logés dans le fonds Water. Et nous avons des relations historiques avec ces clients-là. Et d'ailleurs, hein, le general partner avec qui nous sommes entrés sur ce dossier d'investissement est venu chercher Pictet pour gagner le deal. Nous sommes d'ailleurs majoritaires sur le deal. Nous avons abandonné nos droits de vote et IK Partners est la bonne société pour piloter ce deal-là. Mais nous avons apporté toute notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau aux GPs pour pouvoir mener à bien le deal et investir dans cette société-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a également toute la notion de recherche, hein, c'est-à-dire que ce qui est performant généralement dans le private equity, c'est toutes les sociétés qui sont innovantes, hein, c'est l'innovation qui est source de surperformance. Et il y a beaucoup d'innovation actuellement dans la transition énergétique. Et surtout, ce qui est important, c'est les entreprises qui ont cette capacité à reporter qu'elles apportent des avancées en matière de réduction des gaz à effet de serre, en matière d'économie circulaire, en matière de recyclage. Et pour reporter, il faut avoir une certaine expertise. Depuis déjà une quinzaine d'années, nous travaillons avec des organismes de recherche, que ce soit l'Institut de résilience de Stockholm, avec lequel nous avons mis au point l'adaptation du concept des 9 limites planétaires en matière de valorisation et d'expertise financière. Nous travaillons avec certains experts. Nous avons créé un collège de recherche en interne chez Pictet pour avancer sur des sujets tels que la biodiversité, comment intégrer la biodiversité dans le calcul des valorisations, etc. Et tout ça est utile lorsque l'on va introduire une entreprise en bourse, hein, lorsqu'on sort d'un dossier par IPO. Eh bien, le fait d'être capable de prouver, de reporter est extrêmement important et joue énormément sur les valorisations. Et donc, l'expertise et l'accompagnement de Pictet dans ce cadre-là est important aussi. Okay. Donc, c'est avant tout pour cette raison-là que nous nous sommes positionnés sur le territoire environnemental. Et malgré tout, nous travaillons sur un spectre assez large de secteurs d'activité. Nous avons déjà validé 4 deals. J'ai parlé d'HSL Compliance, qui est un deal dans le secteur de l'eau. Nous avons un premier deal qui s'appelle Énergie Exemplaire, qui est une société qui va gérer la complexité dans le réseau électrique, parce que nous avons un réseau qui est de plus en plus déployé avec des centrales qui sont des centrales solaires, éoliennes qui viennent se raccorder au réseau. Et pour administrer, pour gérer ce réseau-là, on a besoin d'expertise, de logiciels extrêmement puissants. Énergie Exemplaire est l'un des principaux leaders. Et nous avons intégré il y a quelques mois, on est déjà à plus 40% de marge et de croissance top line. 2 autres deals, typiquement Mainspring, qui fabrique des générateurs, là aussi, sujet très intéressant, puisqu'il y a une longue liste d'attente de centrales qui attendent d'être raccordées au réseau. Et donc, les générateurs, lorsqu'ils sont hybrides, qui peuvent fonctionner à l'hydrogène, qui sont capables de fonctionner au gaz naturel, eh bien, sont très utiles pour certaines entreprises qui gèrent des centres de data, qui sont capables qui ont besoin de gérer une flotte automobile électrique, par exemple. Et donc, là aussi, il y a énormément de développement. Et puis, le dernier deal, hein, juste pour montrer qu'on est capable de travailler sur différents secteurs d'activité, parce qu'on va chercher à chaque fois l'expertise d'un acteur très spécialisé. Le dernier deal est plutôt dans le nord de l'Europe, sur un acteur qui va opérer la fusion entre l'acteur principal dans le domaine de la collecte des déchets et l'acteur principal dans le domaine du recyclage, pour créer un champion nordique de la collecte et du recyclage des déchets. Et là aussi, nous accompagnons cette entreprise-là, qui s'appelle Sami, et qui est en phase de déploiement sur le marché nordique. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est véritablement ça, c'est d'aller capter ces expertises-là et d'apporter notre savoir-faire, notre expertise, nos relations, notre réseau, et de soutenir à chaque fois le GPs avec lequel nous travaillons. On a bien compris, Yann, merci. Alors, je vais vous interroger tous les deux, peut-être Alexander en premier, mais concrètement, quelles sont selon vous aujourd'hui les barrières à l'entrée sur ce type de produit? Est-ce que c'est la multiplicité, la complexité des différentes formes qu'on peut avoir en termes d'accès? Est-ce que c'est l'offre qui est encore insuffisante? Est-ce que c'est la liquidité? Est-ce que c'est la pédagogie? La lourdeur administrative, l'opacité des frais? Voilà, qu'est-ce que vous mettriez comme frein principal aujourd'hui à la souscription sur le non-coté, globalement? Alexander. Bien. Alors, pour ma part, je pense qu'il y en a 3. Le premier, c'est la complexité de la matière et le besoin de pédagogie qu'il faut amener dessus. C'est ce qu'on explicitait un petit peu avec notre modèle du FCPR, c'est qu'il y a beaucoup de classes d'actifs qui sont elles-mêmes composées de sous-stratégies, qui ont des intérêts, des avantages, des inconvénients qui sont
eux-mêmes différents. Donc, il faut les appréhender et derrière, il faut également aller chercher les meilleurs acteurs, les analyser. Il y en a énormément. Donc, c'est beaucoup de pédagogie à amener sur la matière. Donc, pour moi, c'est le premier grand frein que l'on pourrait rencontrer sur le marché. Le deuxième, c'est le manque de liquidité. Historiquement, même si on a du coup des modèles comme les FCPR, comme les modèles Evergreen qui amènent une poche de liquidité et qui amènent du coup des valorisations un petit peu plus fréquentes, même si sur certains assureurs, avec la crise que Yann a évoquée, notamment sur l'immobilier, les SCPI, ils ont quand même ajouté des périodes de blocage à partir de la date de souscription, généralement de 4 ans pour cette classe d'actifs, mais on reste quand même sur des modèles qui derrière auront des valorisations plutôt bimensuelles et qui permettront de répondre potentiellement à ce frein de la liquidité qui est assez fort. Et le troisième, pour moi, c'était la difficulté d'accès généralement à ces marchés-là, notamment pour le retail. C'est vrai qu'on parle souvent de tickets minimum de 100 000 euros, ce qui, sur les fonds fermés, ce qui est une très bonne chose, puisqu'on peut avoir accès justement à des fonds comme celui de Pictet en ligne directe en co-invest, mais c'est vrai que peu de personnes peuvent se permettre de mettre 100 000 euros sur une poche de diversification, généralement de 10 à 15% dans le portefeuille. Donc, ce sont pour moi les trois grands freins, entre guillemets, liés à cette classe d'actifs et auxquels on essaye d'y répondre petit à petit, notamment grâce à la livre et les différentes réglementations qui sont en train de sortir. Alexander. Alors Yann. Oui, alors effectivement, je suis assez d'accord avec ce que dit Alexander. Il y a le phénomène d'illiquidité qui forcément est propre au private equity, qui peut faire réfléchir et qui est un frein aujourd'hui et qui l'a toujours été à la COEX. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle historiquement, ce sont plutôt les acteurs fortunés et institutionnels qui se sont intéressés à cette classe d'actifs. Il y a aussi l'effervescence du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément d'offres, énormément de produits qui sont disponibles, énormément de façons d'investir dans le private equity, avec des fonds fiscaux, avec des fonds evergreen, avec des fonds fermés. C'est parfois un petit peu dur de faire le tri, de s'y retrouver. Et puis, il y a énormément d'acteurs. Alors, je pense que tout ça retombera progressivement. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est certainement le service après-vente qui fera la différence sur le long terme, parce qu'on embarque des clients sur plusieurs années, parce qu'il faudra aussi être capable de commenter les performances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chez Pictet, on a plutôt vocation à avoir des fonds qui ont une durée, le gros du portefeuille sera sorti dans 8 ans. Il faut partir sur 8 ans avec un break-even aux alentours de la 6e, 7e année. Mais malgré tout, il faut être capable de commenter les performances, il faut être capable d'accompagner les clients sur la durée et aussi de les accompagner dans la gestion de la distribution et du remploi de ces stratégies-là. Alexander mentionnait un graphe tout à l'heure qui ne comprenait pas le remploi des distributions. Il y a peu de fonds de private equity qui sortent des dossiers et pour lesquels le cash reste investi en monétaire pendant 10 ans ensuite. Il y a souvent ce remploi qui est accompagné. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faudra prendre en compte. Mais en tout cas, ça entre progressivement dans l'esprit des investisseurs. Il y a une attention toute particulière qui est portée aux actifs privés, alors que ce soit sur l'equity, mais aussi sur la dette. Et nous sommes également, nous, en train de nous adapter, en train de simplifier nos véhicules d'investissement, en train de faciliter l'accès. Et progressivement, je pense que la collecte prendra une part de plus en plus importante. Et c'est aussi là où nous pouvons faire la différence. C'est-à-dire qu'on est souvent attaqué sur les performances de la gestion active versus la gestion passive. Là où on ne pourra pas avoir d'indice, ou très difficilement, c'est sur la gestion non cotée. Donc, c'est aussi un relais de croissance important pour les sociétés de gestion. Ok, merci Yann. Alors, tous les deux, est-ce que vous avez des scoops produits à nous donner? Comment va évoluer votre gamme prochainement? Vers quel type de stratégie vous vous orientez? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, messieurs? Yann, peut-être en premier ou Alexander? Qui se lance? Scoop produit, vous savez que nous, on est une maison suisse, donc les scoops, c'est assez rare dans les maisons suisses. C'est la logique du consensus. On n'a pas l'habitude d'être très rapide dans le déploiement de nouvelles solutions, de nouveaux produits. Donc non, il n'y a pas de scoop tout particulier, en tout cas dans l'univers non coté. Nous avançons sur énormément de dossiers dans l'univers coté, mais ce n'est pas le thème de la conférence aujourd'hui. Certainement que nous déploierons dans les prochains mois ou prochains trimestres un fonds
sur la dette privée, puisque nous avons recruté une équipe en interne chez Pictet avec des experts qui travaillent de manière pan-européenne, avec une équipe qui est déployée à Francfort, à Paris et à Londres. Et aujourd'hui, nous avons une solution d'investissement qui est déployée auprès des clients institutionnels, et certainement que nous créerons un véhicule pour les investisseurs retail et pour la distribution en France. Donc, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, c'est une avancée. Ce qui est certain, c'est que le principal levier de développement de Pictet pour les 10 ou 15 prochaines années porte sur les actifs privés. Alors, encore une fois, nous travaillons sur ces actifs privés depuis très longtemps. C'est environ 50 milliards d'actifs gérés chez Pictet aujourd'hui, sur le private equity, effectivement, mais aussi sur le real estate, sur la dette privée. Et c'est là, aujourd'hui, où nous mettons clairement les moyens en termes de recherche, en termes de recrutement, en termes de déploiement d'équipes et de mise en place de nouvelles solutions d'investissement. Merci. Alexander ? Du coup, nous, chez Siena, on va partir sur un véhicule de dette privée, sur un sujet qui est au cœur de l'actualité, qui est la défense. Je ne vais pas pouvoir trop m'attarder sur Rearm Europe, mais le but est de réarmer petit à petit tout simplement l'Europe, et notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, les pays centraux, entre guillemets, du continent, avec 800 milliards à déployer d'ici 2030. Donc nous, notre but, c'était de sortir un véhicule qui était à destination des institutionnels à la base, qui vise à lever 500 à 1 milliard, qui va venir financer tout simplement les PME, les ETI sous-traitantes des grands groupes de la base industrielle, de la tech et de la défense. Donc notamment, ça va être toutes les PME, ETI qui vont être fournisseuses d'éléments ou de services pour les grands groupes tels que Thales ou Safran, qu'on peut connaître en France. Et notre but, c'était vraiment d'offrir une source de financement sécurisée pour moderniser leurs outils, pour accélérer la production, parce qu'ils font déjà face à des cahiers des charges qui sont très conséquents. Et donc, on va sortir en septembre 2025, justement, une UC Retail de cette dette privée senior qui aura un rendement cible autour de 7 à 8% brut et du coup 5 à 6% net de frais du coup de la dette privée senior sur ce secteur au cœur de l'actualité qui est la défense. Merci Alexander. Bon, on arrive un peu au bout de cette conférence. Moi, je vais faire une conclusion. Alors, c'est vrai qu'on a vu un sujet qui est passionnant, le non-coté. Je pense, messieurs, qu'on a dressé un panorama exhaustif. Alors moi, je vais reprendre quelques points puisque j'ai la tâche de synthétiser un peu tout ce que vous avez dit. Donc, si aujourd'hui j'avais envie de donner trois points forts sur le non-coté, bon, petit 1, c'est quand même financer l'économie réelle. Ça, je pense que c'est unanime tous les deux. La deuxième chose, c'est qu'on a des seuils d'accès grâce à la loi Pacte, puis aujourd'hui à la loi Industrie Verte. On a des seuils d'accès qui ont été quand même, qui se démocratisent, qui permettent aujourd'hui d'avoir des seuils d'accès plus bas et qui favorisent aussi, pour le coup, les seuils d'accès plus hauts, puisque ça permet d'avoir une meilleure connaissance des fonds. Alors, c'est vrai que les fonds Evergreen ou les fonds qui sont dans les contrats d'assurance vie permettent d'avoir des accès souvent à quelques milliers d'euros ou 1000 euros, alors que les fonds en direct, c'est 100 000 euros le seuil d'accès. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui me permet de dire qu'aujourd'hui, on a une vraie croissance. La troisième, c'est que si vous voulez faire comme les grandes familles de ce monde qui sont les grandes fortunes, bah aujourd'hui, le private equity et le non-coté, ça doit faire une partie importante de votre allocation. Alors quand je dis importante, déjà commençons par 5-10%, mais je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais on est quasiment à 40%, 30 ou 40% sur les grandes familles aujourd'hui sur le non-coté. Donc ça nous laisse de la marge. Tout à l'heure, un des deux intervenants a dit que, bien évidemment, en fonction du cash qu'on avait, on pouvait plus ou moins prendre un ratio d'emprise important sur le non-coté. Donc quand on a une fortune moins importante, bon, on mettra un petit peu moins. Mais déjà, il faut démarrer avec 5-10%, c'est déjà pas mal. Et après, pour finir et conclure sur ce que nous avons vu ensemble, voilà, on a vu les différents modèles entre les fonds Evergreen et les fonds fermés, avec deux très très belles maisons. Aujourd'hui, deux très bons intervenants. Donc, je vous remercie beaucoup, messieurs. Moi, j'ai été ravi de... Merci à toi. Voilà, et je vais passer, pour le coup, le ballon à Pascal pour qu'il nous explique comment on retrouve vos produits sur la plateforme Patrimeta, les produits de Pictet et de Siena. Pascal, à toi. Merci Jean-Olivier. Bon, je prends ce ballon. J'espère que ce n'était pas une passe vrillée et que je vais bien pouvoir la récupérer. Juste pour vous présenter rapidement Patrimeta et
et comment vous pouvez retrouver très facilement les produits de Pictet et de Sienna IM sur notre plateforme, je vous propose de partager mon écran. Comme ça, effectivement, on va tomber directement sur la page d'accueil de notre plateforme et vous voyez que vous allez retrouver un certain nombre de rubriques, puisque contrairement à Patrimonia, on a des halls qui sont bien distincts et ça nous permet effectivement d'aller directement à l'essentiel de ce que vous recherchez. Alors, il y a une petite innovation. Alors, il n'y a que moi qui l'ai aujourd'hui sur mon écran. Là, vous voyez, il y a une petite icône avec quelqu'un qui est à l'intérieur. C'est notre chatbot qui est un moteur d'IA qu'on vient d'installer, qui sera en ligne à partir de ce week-end et qui vous permettra effectivement de retrouver tous les bons blogs de tous les exposants d'une façon très rapide. Donc, plutôt que d'avoir des listes, cette fois-ci, quand vous avez une interrogation, il suffit de poser une question et notre petit agent conversationnel pourra vous trouver directement la réponse. Alors, j'espère que ça sera directement parce que comme c'est une IA générative, on ne sait pas comment elle fait complètement son chemin au sein de la plateforme, mais en tout cas, on l'a testé depuis longtemps, puisque ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le sujet. Et là, voilà, donc on le lance et entraînez-vous avec, puisque par définition, ça va l'entraîner aussi à trouver les bons blogs. Alors, pour retrouver les produits de Pictet et de Sienna, c'est assez simple. Vous avez le hall de tous nos exposants. Et là, sur ce hall, il suffit d'aller basiquement par ordre alphabétique, puisque c'est notre modèle chez Patrimeta, d'aller par exemple sur Pictet. Voilà, vous allez dans les produits et vous allez retrouver directement le produit que Yann vous a présenté. Et puis, effectivement, vous avez une petite fiche de présentation du produit. Et puis, ce que vous pouvez avoir en complément, c'est d'appeler Yann en direct, en visio ou via un message, et il vous répondra très rapidement sur le sujet. C'est pas encore un avatar. C'est pas encore un avatar. Alors ça sera bientôt. Merci de me Okay. donner à nouveau ce ballon. J'espère puisque ça, théoriquement, ça arrivera avant l'été. On devrait avoir un avatar directement sur le stand, sur les stands pour les exposants qui le souhaitent. Et lorsque Yann sera en province ou dans les territoires, à ce moment-là, on aura son avatar qui pourra répondre à vos questions. Et puis, si vous voulez retrouver l'ensemble de la documentation qui est produite par Pictet, effectivement, vous avez des liens directs qui vont vous permettre d'avoir toute cette information. Alors, effectivement, notre intelligence aujourd'hui, elle est capable de travailler à la fois sur les liens, sur les vidéos, sur les conférences et sur les documents. Donc, il est censé rechercher tout ça. Alors, encore une fois, avec tous les efforts que ça nécessite. Et lorsque vous allez sur Sienna, pareil, donc c'est un peu plus loin, bien évidemment, c'est l'ordre alphabétique. Là, vous allez retrouver aussi le salon avec, lorsque vous recherchez le produit, vous allez retrouver tout de suite Private Asset Allocation qu'on retrouve avec des jolies photos et puis une jolie vidéo, cette fois-ci, qui va vous présenter en direct le produit de Sienna. Et là aussi, lorsque vous regardez, que ce soit les documents ou les liens qui sont proposés, les lettres qui sont produites, et avec effectivement, comme l'a évoqué tout à l'heure, un certain nombre d'interviews sur la défense, comme l'évoquait tout à l'heure Alexander. Voilà très rapidement ce que vous pouvez retrouver sur Patrimeta, avec beaucoup d'autres choses, et notamment la dernière rubrique dont je parlais tout à l'heure, qui sont les convictions des conseillers, où vous allez retrouver effectivement les différentes présentations et les différentes allocations proposées par des conseillers gestion patrimoine sur 3 types de profils qui sont l'équilibré, le dynamique et le retraite. Voilà, Jean-Olivier, merci de ce temps pour présenter un petit peu comment on peut retrouver les produits sur notre plateforme. Merci en tous les cas à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, pardon, je n'ai pas regardé. Je m'y colle, je reviens sur la plateforme et je regarde de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Non, c'est très bon. Pas de questions fondamentales. Les questions qui ont été posées, vous y avez répondu. On avait notamment une question sur le référencement et l'accessibilité et les seuils. Voilà. Bon, parfait. Donc, on en a fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci à Jean-Olivier pour cette animation percutante et qui a couvert l'ensemble des thématiques que l'on souhaitait aborder ce jour. Merci à Alexander pour cette présentation de ce fonds Evergreen, en sachant que nous allons sortir bientôt une étude sur ce sujet où on corrèle donc à la fois les fonds Evergreen et les objectifs d'épargne retraite. Et puis à Yann pour par définition, d'abord de sa présence, que d'avoir Pictet, c'est toujours un grand plaisir, et d'avoir une vision sur ce qu'ils vont proposer à la fois aujourd'hui et demain. Merci. La prochaine. Merci beaucoup, merci à tous. Prochaine conférence le 5 juin. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt, merci. Au revoir. Merci.